Regardez-moi cette page, regardez-moi cette noirceur, on dirait un autre manga, là on est dans du sérieux. J'espère qu'ils vont démonter Luffy, parce que sinon il n'y a plus trop d'enjeux. Si les 5 là flop, Yo, oui, je tiens à dire que l'arc de Egghead est peut-être le meilleur arc de tout One Piece. En tout cas, il est dans le top. Parce que je suis désolé, Onigashima, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il n'y a pas eu assez de morts. Luffy, il est monté, il est descendu. Ça a fait du 1v2, 1v3 pour au final faire Kaido vs Luffy. Kaido a eu beaucoup de combats, mais on n'a pas ressenti les effets. Il s'est fait blesser plusieurs fois et on n'a pas vu qu'il était fatigué ou que c'était un handicap. Il aurait fallu une scène où il a un contre-coup, mais là même pas. On a l'impression qu'il se battait contre Luffy et qu'il était en pleine forme. En plus, l'équipage de Kaido, c'était pas vraiment ça, mais je vais faire une vidéo par rapport à ça. Donc moi, j'arrive sur l'arc de Egghead en me disant que ça va être une aventure un petit peu comme les autres, mais en fait pas du tout. Oda, il nous a régalé, masterclass sur masterclass. L'arc pour le moment, c'est un sans faute. Bon, presque un sans faute. Faut pas abuser non plus. Il y a quelques petites choses où voilà. Mais dans la globalité, c'est excellent. L'arc commence au chapitre 1058. les nouveaux empereurs. Déjà, ça pose les bases. On voit les nouvelles primes des Mugi. À chaque fois que dans un arc, on voit les nouvelles primes, ça attise la hype. C'est déjà un bon point. On a toujours le gag avec Chopper qui a que 1000 berries. Tu as Nami qui a 366 millions. Si elle pouvait se vendre elle-même pour récupérer l'argent, elle l'aurait fait. Tu as Brook, tu as Franky qui sont à peu près au même niveau. Tu as toujours le gag de Usopp, 500 millions. Il flippe comme d'hab. Le trio légendaire qui est bouleversé par l'arrivée de Jinbei, qui dépasse Shanji de peu, mais en tout cas les trois ont une prime de plus de 1 milliard et ça c'est extraordinaire. Là on a affaire à des gars puissants. Attention, il y a aussi Robin qui est presque à 1 milliard. En même temps c'est normal, c'est légitime vu tout ce qu'elle sait. Et on connaît Luffy qui a une prime de Yonko normale quoi. Et là on se retrouve avec l'apparition de la Cross Guild avec Crocodile se goat en termes de charisme. Tu as Mihawk, tu as le clown Baggy. Ces gens-là ont carrément mis des primes sur la tête de la marine. C'est extraordinaire. Et je trouve que c'est une super idée. Je suis désolé. On voit comment Baggy est devenu par inadvertance Yonko. La prime de Crocodile qui est à plus d'1 milliard. Et on dit bien que c'est parce qu'il sait des choses, qu'il a un réseau et un fruit du démon plutôt pas mal. Par contre, Mihawk, sa prime, c'est pour sa puissance. Je suis désolé aux détracteurs. Il a plus de 3 milliards, une prime de Yonko, parce qu'il est puissant. Parce que si la Cross Guild tombe sur un Yonko, qui va aller défier le Yonko? C'est pas Baggy, je suis désolé. C'est pas Crocodile non plus. Ça va être Mihawk. C'est la logique. Et attention, Baggy qui veut trouver le One Piece. Baggy motivé. Il pose ses convictions sur la table pour une fois. Son rêve, c'est quand même de rassembler tous les trésors du monde. Donc le One Piece en fait partie. C'est normal, c'est logique. Et ensuite, sorti de nulle part, Oda nous introduit les Séraphins. Mais quelle masterclass! Des enfants géants, l'ADN des Lunariens, des enfants qui vont potentiellement encore grandir, avec des ailes, une flamme qui les rend presque invincibles, pouvoir de fruit du démon, l'ADN des 7 corsaires qui ont été présentés au début du manga, une arme ultime, qu'est-ce que vous voulez de plus? En plus, ils sont beaux, ils ont du flow. Oda, il a dessiné plein d'enfants. À chaque fois, il prend des personnages, quand ils sont grands, il les dessine, quand ils sont petits, il les dessine. Eh ben, ce n'était pas pour rien. Il les a utilisés. Ah oui, en plus, ça tire des lasers. Attention, ça utilise du haki, enfin bref, l'arme ultime, qui peut encore grandir. Tu nous introduis un Teach, Barbe Noire. Sur l'arc, il a déjà gagné trop de points même, alors que ça n'a même pas encore commencé. Tu vois Boa Hancock, qui se bat contre la marine et les pirates de Barbe Noire. Incroyable la puissance de cette femme, elle arrive à presque pétrifier tout le monde. Après, c'est normal qu'elle perde contre un gars qui a le niveau Yonko, mais elle s'est bien défendue. Quand il a réussi à l'attraper, il a bien dit « Si je la lâche, je suis foutu. Si je la tue, je ne pourrai pas récupérer tous mes camarades pétrifiés. » Il a donc hésité. Heureusement que Riley est arrivé pour la sauver. Et les gens disent que Barbe Noire a eu peur de Riley. Non, non, non. Il a eu peur de la situation. Il y a quand même la marine qui est là. Il y a elle. Il ne peut pas se permettre de la relâcher. Et en plus, faut qu'il gère Riley. Barbe Noire, c'est un gars intelligent. Il a quand même pu récupérer quelques personnes de la marine. C'est déjà ça. Mais pour s'en sortir, ça allait être compliqué. Parce que là, c'est pas un 1v1. Vu qu'il a perdu ses camarades, c'était compliqué pour lui.
Moi, je trouve qu'il a fait le bon choix. Et les séraphins, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Celui de Mio, quelle classe. Celui de Boa Hancock, quelle douceur. Mignonne à souhait. Ne changez pas mes propos, j'ai dit mignonne. Pour une enfant, bien sûr. Ensuite, on arrive avec le Mother Flame. On voit l'île de Lulusia se faire atomiser et disparaître. On a un Imsama qui dit que cette île n'a jamais existé. C'est incroyable. Quel scénario. Il y a aussi les pages de couverture qui sont exceptionnelles. On voit comment les Vismog se sont un petit peu évadés avec César. Ok, pas mal. Mais on voit Aokiji et Van Augur venir récupérer Pudding pour lire les poneglyphes. Je sais pas comment ils vont faire pour débloquer son pouvoir, mais je pense que Barbe Noire a un plan, comme d'habitude. Tu le vois one-shot l'île carrément, avec Crackers dessus. Incroyable. Et en plus, l'animé l'a sublimé encore plus. Ça, c'est une masterclass. Avec une confirmation que Aokiji tient son rôle de membre de l'équipage de Barbe Noire à cœur. En tout cas, on a l'impression pour le moment. Quand dans un arc, tu vois plusieurs fois l'apparition de Barbe Noire, ça ne peut être que magnifique. Et là, tu as un Barbe Noire vs Law. Et tu vois aussi les pouvoirs des membres de l'équipage de Teach. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans un arc? Tu vois l'utilisation du Haki pour se défaire d'un pouvoir de fruit du démon. Burgers qui a le fruit de la force. Bon, moi, je suis pas fan, forcément. Mais vu qu'il est pas très intelligent, on va dire que ça lui va. Van Augur qui a le fruit de la téléportation. Dokyu, le fruit de la maladie, mais en même temps, c'est logique. On a un Pégase. On voit un Teach qui vole. L'utilisation du fruit du séisme. L'utilisation du fruit des ténèbres. On voit un combat naval. L'eau qui se défend plutôt pas mal face à l'équipage. Parce qu'il est pas aidé. Son équipage est vraiment pas ouf. Son second qui est peut-être Beppo, heureusement qu'on lui a donné un Mumble. Parce que sinon, il servait à rien, comme d'habitude. Un beau combat en plus. Franchement, chapeau. Bien sûr, on a l'arrivée des Mugi sur League de Egghead. On voit enfin Vegapunk. Tout le monde n'est pas satisfait du chara design. Et on va dire que moi aussi, j'aurais voulu un truc un peu plus badass. Mais après, ça va, c'est cohérent, il fait ce qu'il veut. Il a déjà des chara design extraordinaires. Il a le droit de... Voilà. On connaît Oda, il aime bien aussi nous troll un peu. On voit les nouveaux pacifistas, leurs nouveaux pouvoirs, leurs bulles. La raconte avec Bonnie. Les inventions que je ne trouve pas si extraordinaires que ça. Je suis désolé. Même si c'est vrai qu'il a fait des choses pas mal. Mais on ne les a pas encore vues. Comment les objets arrivent à manger un fruit du démon. Des choses comme ça, on l'a pas encore vu. Mais on a quelques explications. Il peut pas faire de Logia parce que c'est trop compliqué, etc. On a un robot géant des anciens temps. Tout le monde a envie de savoir comment ça fonctionne et quelle est son histoire. Jinbei Séraphin, quelle beauté avec le fruit de Seigneur Pink, le GOAT. Vu qu'ils ne peuvent potentiellement pas nager à cause du pouvoir du fruit du démon, le fait qu'ils puissent nager partout, bon, sauf dans la mer, mais en tout cas, vous m'avez compris quoi? C'est génial, c'est incroyable, c'est logique et bien trouvé. Un beau petit combat en tout cas. Ah oui, on parlait de Vegapunk et les corps qu'il a, je les trouve vraiment tous ridicules à part le premier, qui est plutôt pas mal. Le reste, franchement, c'est bof. Les autres corps, c'est vraiment bof. Pour un grand ingénieur comme lui, il aurait pu faire des choses qui arrivent à se défendre un petit peu mieux, un peu plus puissant. Après, c'est vrai qu'il n'est pas là pour construire des armes. Mais bon, c'est pour ta survie, c'est pour ta protection. Faut faire un effort. On a aussi eu l'intrigue du traître, qui était plutôt pas mal, qui a tenu tout le monde en haleine. On a eu la révélation que l'incident avec Robin ne s'est pas passé comme on nous l'a montré. Un certain géant n'est pas mort. C'est là qu'on peut encore douter sur Aokiji. Est-ce qu'il l'a congelé pour le préserver ou pour le tuer? Parce qu'il aurait pu le découper, le casser pour qu'il puisse réellement mourir. Aokiji cache quelque chose, c'est sûr. On a eu l'intervention du CP0 avec un Lucy qui a réussi à éveiller son fruit du démon, ce qui est plutôt pas mal, il est stylé, même si je ne sais pas réellement à quoi il va servir. C'est un petit fanservice sur l'arc. On a même eu droit à une girafe éveillée, MDR. On a un Kuma qui s'est réveillé et qui a foncé sur Redline. Personne ne savait réellement où il se dirigeait. Il s'est même battu contre Akainu. C'était plus une fuite qu'un combat, mais quand même. Ah oui, c'est vrai, Zoro n'a absolument pas respecté la girafe. Je tiens à le dire, le gars il dormait, il a arrêté son coup normal. On a eu une petite histoire sur les mags, toutes les expériences qu'ils ont menées et surtout le clonage. Un personnage que je trouve magnifique selon moi, le clone de Stussy avec un fruit du démon. En tout cas, ça y ressemble, une sorte de vampire qui arrive à endormir les gens en les mordant avec des ailes de démon. Franchement, incroyable chara design. Elle peut créer des mirages et tout, franchement, bien. Elle a quand même endormi 2 personnages qui sont censés être très puissants. Weeble, le seul Shichibukai qui s'est fait capturer, il me semble. Je ne sais pas à quoi va servir sa capture. Mais bon, il fallait
fallait bien que la marine réussisse quelque chose parce que pour le moment, c'est pas trop ça. Hein. La marine, je trouve qu'elle a beaucoup perdu en puissance ces derniers temps. Est-ce que je peux mettre une parenthèse en disant que Santomaru, qu'est-ce qu'il est résistant parce qu'il en a pris des coups. On a eu aussi l'histoire de Sabo avec la mort de Cobra, Im-sama, les doyens qui se transforment et qui ont une force militaire. On ne connaît pas réellement leurs fruits du démon. Ils sont assez forts pour que Sabo puisse s'enfuir. Il était à 2 doigts de mourir. Les gens oublient qu'il était dans la cale du bateau en sang, incapable de bouger. Encore l'équipage de Barbe Noire. Sur leur île de pirates, on a un Garp qui arrive pour sauver Kobe. Le gars, il arrive avec son bateau dans les airs et il balance un Galaxy Impact. Là, on voit sa force. Là, on voit pourquoi c'est le héros de la marine. On voit toute sa puissance avec les membres du SWORD. Et il va se battre contre qui? Contre son élève, Aokiji. Je sais pas s'il se bat sérieusement, je ne sais pas. Ou s'il fait en sorte de ne pas tuer son camarade Garp, je ne sais pas. Parce qu'on nous montre la manière dont il a intégré l'équipage et je trouve ça un peu bizarre. Ça ne fait pas partie de sa personnalité, pour moi en tout cas, de ce que Oda nous a montré. Pourquoi il fait ça? Après, c'est vrai qu'il s'est battu contre Akainu et que ça avait l'air d'être sérieux vu qu'il a perdu une jambe. Il est peut-être vraiment intègre à l'équipage de Barbe Noire, je sais pas. On a des citoyens lambda qui se mettent à tuer des marines pour récupérer la prime. La grosse guilde a vraiment fait des dégâts. Et ils ont de la thune, de la moula aussi. La flotte de Luffy, en tout cas 2 membres, qui éclatent un dragon céleste. Ça, normalement, c'est peine de mort. Je dis ça comme ça. On voit aussi plusieurs fois l'apparition de Shanks. Un Shanks qui met un one-shot international qui a cassé Internet à Kid. Il a vu dans le futur un coup et il a niqué tout l'équipage. Je m'attendais à rien à Egghead. Je m'attendais à rien. Et là, il nous a tout donné. On a vu aussi l'histoire de Kuma, et qui est l'homme le plus gentil de tout One Piece. Il prenait la douleur des autres pour se l'infliger à lui-même. Depuis tout petit, c'est un esclave. On a trahi ses parents. La marine est venue le chercher. Sa mère est morte. Son père est mort. Tout en étant esclave. Il a quand même tenu bon. Il a réussi à s'échapper. Il a trouvé Ngo. La Go s'est fait capturé par un dragon céleste qui l'a marié de force et qui lui a fait un gosse de force, je tiens à le dire. Donc on apprend que Bonnet n'est même pas réellement sa fille. C'est la fille d'un dragon céleste. Et il s'en occupe quand même. Et il a donné sa vie à la marine pour pouvoir la sauver. Parce que c'est la seule chose qui lui reste de sa dulcinée. Mais quel cœur! Pour un robot qui était présenté comme froid, c'est incroyable. On se disait aussi, mais attends, pourquoi il fait tout ça pour les Mugi? On apprend qu'il connaît Luffy depuis qu'il est petit. À distance, il est surveillé un peu. C'est quand même fou. Kobe qui arrive à détruire un bras de la taille d'une montagne. On voit qu'il a eu un vrai entraînement comme Aokiji, comme Garp l'a fait. Il va atteindre la même puissance. Garp qui se fait poignarder par surprise, par ce fourbe. Shiryu de la pluie. Non. Un personnage de Senseiya? Non, je rigole. On voulait même pas voir les Mugi. Parce que dans le monde de One Piece, à ce moment-là, il se passait trop de choses. C'était juste trop bien, sans voir les personnages principaux. C'était juste incroyable. Mais attends, parce que quand on est revenu sur Egghead, qu'on voit Saturne, sa transformation en araignée totalement démoniaque avec un cercle de malédiction, etc. Un Kizaru qui arrive, on va vraiment voir la puissance d'un amiral première génération. La puissance d'un amiral qui est là depuis longtemps, quoi. Même si c'est vrai, on est un petit peu déçu par sa puissance. Il a one-shot personne. Il n'a même pas fait de dégâts. Mais après, est-ce qu'il est sérieux? C'est ça le souci avec lui. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il a la flemme un petit peu. Est-ce qu'il est réellement sérieux? Est-ce qu'il veut tuer des gens? On n'est pas sûr. On voit très bien qu'il a du mal à exécuter les ordres. Moi, je trouve que le combat Kizaru-Luffy était quand même pas mal. On nous a montré de beaux mouvements. Ça se rendait coup sur coup. Voilà, quoi. Après, c'est vrai que quand Luffy passe en mode Yonko Gear 5, c'est compliqué de l'avoir parce qu'il peut faire tellement de choses. C'est cheaté, hein. C'est vraiment cheaté. On a quand même eu un petit flashback sur God Valley, hein. C'est-à-dire l'équipage de Sebek avec Kaido, Barbe Blanche, Big Mom, une Amazone, Shiki le lion. Non mais déjà rien que ça, je suis essoufflé de tout ce qui s'est passé. Ensuite on a Roger, tout son équipage, Garp. Oh là 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 là. Le jour où on va avoir l'histoire complète, oh là là, quelle boucherie. Faut faire un film, tout simplement sur l'incident de God Valley, faut faire un film. Ben je vais aller le voir 5-6 fois même. On a Garcia, un membre du Gorosei, qui peut aussi se régénérer, tu peux lui infliger n'importe quel dégât. Il peut perdre un bras,
Déjà, il a reçu une golden de Kuma, une golden plein d'émotions. Il a perdu un bras, son bras, il a repoussé déjà. Qu'est-ce que tu veux faire contre un ennemi pareil? Bon, pour l'instant, il se fait un petit peu poutrer, mais il n'a pas réellement de dégâts. On le sent pas fatigué. Bonnie qui peut donner des ordres à tous ceux qui ressemblent à Kuma. En même temps, c'est logique hein, qu'un génie comme Vegapunk, il s'est dit, puis je n'ai pas envie qu'elle se fasse attaquer par son propre père. C'est normal. En parlant de Vegapunk, il se fait trouer le bide. On ne sait pas s'il va mourir ou pas. On a le Buster Call, on a Sanji vs Kizaru. Sanji qui arrive à arrêter un laser. C'est déjà un exploit. Zoro Lucy, mais bon bref, ça ne m'intéresse pas trop non plus. On a les géants qui arrivent. Tout le monde se demandait, mais qui allait arriver? Eh ben, c'est les géants de Elbaf. Donc en plus, ils nous teasent le prochain arc. Oh là là, Oda, très très fort, Oda, très très fort. Que des masterclass. Et en plus, on a encore du Barbe Noire, on a du Van Augure, on a du Katarina Devon qui arrive à toucher un doyen. On ne sait pas ce qu'elle va faire avec ça, mais ça va être très très sale. On a un gars qui détient beaucoup d'informations qui va aller dans l'équipage de Barbe Noire. La personne qui me dit oui, j'ai pas aimé cet arc, mais qu'est-ce que tu vas aimer d'autre? Arrête One Piece tout de suite, parce que rien que d'essayer de me souvenir tout ce qui s'est passé, je suis fatigué. Et encore, j'ai oublié des choses. Faut que je regarde l'arc encore. Il y a eu des combats avec des séraphins, des trucs, des machins, des révélations. Magnifique. Juste une question, elle est où cette-ci? J'ai complètement oublié ce qui lui est arrivé. Je sais pas si elle est en statue ou pas.